être amené à baisser assez rapidement. Vous trouverez dans le rapport l'ensemble des normes, donc je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dans le rapport, vous pourrez le lire, mais l'ensemble des normes émises par toutes les agences et instances internationales, européennes ou nationales. Elles sont nombreuses et difficiles à appréhender au vu de leur date de mise en application et au vu des dérogations auxquelles elles sont soumises. Mon rapport est un rapport positif, car il est possible de faire marche arrière. Oui, nous devons faire marche arrière. Les solutions peuvent être internationales, européennes ou nationales. Certains ont émis l'idée d'un GIEC concernant le sujet de la pollution chimique en général. Nous devons agir avec l'Europe concernant la recherche sur la toxicité et les normes concernant la restriction ou l'interdiction en fonction des usages. Nous pouvons agir au niveau national concernant l'arrêt des rejets et le traitement des pollutions historiques. Comment faire? Le premier chapitre, j'ai appelé « Couper le robinet ». Ça sera les recommandations 5, 6, 7 et 8 du rapport. Couper le robinet, c'est-à-dire cesser urgemment les rejets par les industriels. Interdire le rejet de PFAS dans l'environnement est l'une des priorités de ces prochains mois. C'est effectivement une recommandation que je fais. C'est une mesure qui peut être déployée à l'échelle nationale au plus vite. Dans le Rhône, et je me suis beaucoup appuyé effectivement sur l'exemple du Rhône, qui a 2 ans d'avance, un arrêté préfectoral pris en 2022 vis-à-vis de l'usine Arkema a permis de faire cesser rapidement les rejets de PFAS dans le fleuve. Donc on peut agir rapidement pour cesser les rejets, couper le robinet. Là aujourd'hui, grâce au plan Béchu, 5000 ICPE font l'objet de campagnes d'analyse dans leurs rejets pour détecter la présence de PFAS. Les résultats devraient nous parvenir d'ici juillet. Ça, c'est la première chose, couper le robinet. Deuxième chose, c'est réparer. C'est-à-dire dépolluer, en tout cas résoudre une pollution historique pouvant remonter à plusieurs décennies. Ce sont les recommandations 5, 6, 7, 17 et 18 du rapport. En matière de pollution des milieux, il faut distinguer les hotspots, ces sites fortement pollués dont on connaît la source de contamination, généralement un accident ou une activité industrielle de production de PFAS. Encore aujourd'hui, il y a des articles qui permettent effectivement, qui ont mis en évidence effectivement une pollution très importante dans le Gard. Donc il y a les hotspots, à côté il y a les pollutions diffuses sur plusieurs années avec de multiples sources de pollution. Donc c'est les ICPE dont je vous parlais. Ça peut être aussi les aéroports, civils ou militaires, sur lesquels ont lieu depuis des décennies des exercices obligatoires de lutte contre le feu d'hydrocarbures. Et on sait que ces mousses sont des PFAS et qu'elles sont épandues depuis des décennies sur ces aéroports. Enfin, des pollutions plus diffuses liées au cycle de l'eau, des fleuves, des mers ou des traitements des déchets. Je vous parlais effectivement des problèmes des stations d'épuration, des boues d'épandage et des centres d'incinération. On n'est pas sûr effectivement que ces PFAS ne soient pas répandus dans l'air. Des méthodes de traitement des matrices, eau, sol et déchets existent, à l'instar des charbons actifs dans les eaux, mais certaines interrogations subsistent, notamment le coût important de la dépollution. Pour l'Union européenne, c'est un chiffre qui est évoqué, le coût total des traitements de ces pollutions serait estimé à plus de 200 milliards d'euros. Pour vous rendre compte du problème de cette dépollution et du coût de cette dépollution. Enfin, par rapport à ces pollutions historiques, se pose la question du principe des pollueurs-payeurs. C'est la raison pour laquelle je préconise dans mon rapport la mise en place d'une REP, filière à responsabilité élargie des producteurs, PFAS, mais ça c'est pour le futur, et d'un fonds PFAS pour permettre aux collectivités de financer la dépollution des milieux. Il s'agit des producteurs ou des distributeurs d'eau à destination de consommation humaine. Ça, c'est premièrement, effectivement, donc ça c'était le fait de couper le robinet, de traiter les dépollutions. Après, pour ne pas être trop long, j'avance un petit peu. Après, il faut se désintoxiquer en supprimant les usages superflus de PFAS. Les PFAS sont devenus indispensables. Toute la transition écologique repose sur leurs usages. Je parlais effectivement tout à l'heure des batteries. Et les batteries, les membranes, sont faites avec des PFAS. Les éoliennes, les hydrolyseurs, tout ça, effectivement, la transition énergétique repose sur les PFAS. Donc toute la question, c'est travailler rapidement à trouver d'autres alternatives. Il faut d'une part distinguer les usages essentiels, ce dont je vous parlais, des usages superflus,
et appliquer le principe de précaution et lancer des interdictions ciblées et trouver des alternatives. Cette solution, elle ne peut être, pour moi, au vu des auditions qu'on a menées, qu'européenne. Actuellement, il existe une initiative de 5 pays européens, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Suède et Norvège, qui porte un projet de restriction de l'ensemble de la famille des PFAS en fonction des usages et non des composés. La France se doit de soutenir cette restriction. Les usages superflus de PFAS, par exemple les emballages alimentaires ou les farts des skis, peuvent être interdits assez rapidement, au regard des risques pris pour un faible bénéfice. Cette décision doit être prise au niveau européen, au risque que les importations de produits contenant des PFAS ne nuisent pas à cette mesure. Cependant, si une décision européenne venait à tarder, la France devrait assumer un rôle de chef de file et prendre les décisions nécessaires au niveau national. C'est pourquoi nous demandons que la France soutienne le Parlement européen, qui a déjà adopté une mesure visant à interdire les emballages alimentaires contenant des PFAS, mesure qui fait l'objet de discussions dans le cadre du trilogue actuellement. Tous les usages de PFAS pour lesquels des alternatives existent doivent être interdits. Pour les usages essentiels, des programmes de recherche doivent être lancés pour permettre de trouver des alternatives. La création de filières de traitement de déchets spécifiques à ces usages permettrait aussi de contenir les PFAS et d'éviter les contaminations. Ça, c'est tout le principe de la filière. Actuellement, il y a des charbons actifs. Après, il y a des concentrats de PFAS. Le problème, c'est comment est-ce qu'on détruit ces concentrats de PFAS. Ça demanderait effectivement une incinération avec des températures supérieures à plus de 1300 degrés. Et enfin, je finirai par le dernier chapitre qui est de faire progresser la connaissance sur les PFAS. Ce sont les recommandations 1, 2, 3, 4 et 4 bis du rapport. 3 objectifs sont à poursuivre. Avoir une définition et une classification commune des PFAS. Une décision actuelle fait le distinguo entre les monomères et les polymères. Les monomères étant toxiques, les polymères étant stables, mais on ne connaît pas le devenir des polymères et on ne sait pas si les polymères ne se dégradent pas en monomères. Donc il est important effectivement que par rapport à ça, qu'on lance une recherche en sachant, la question était, faut-il distinguer, traiter différemment les PFAS monomères des fluoropolymères. Deuxième chose, accroître nos connaissances sur la toxicologie des PFAS, leurs pathologies associées, les effets cocktails. Ça aussi, ça ne peut se faire qu'au niveau européen. Il faut additionner les intelligences des différentes agences européennes. Actuellement, il existe effectivement un programme qui s'appelle PARC. Avant, c'était le programme HBM4U. C'est des budgets qui sont assez importants. Entre guillemets, c'est des budgets de recherche aux alentours de 400 millions d'euros, 200 millions financés par l'Europe et 200 millions financés par les États membres. Ça, effectivement, c'est le soutien pour une recherche européenne. Au niveau national, il y a des études, Esteban, maintenant c'est l'étude Alban, qui permettent effectivement de voir au niveau de certains hotspots pour savoir s'il existe une prévalence de certaines pathologies au regard des pollutions aux PFAS. Enfin, il faut accroître nos connaissances sur la diffusion des PFAS dans les matrices environnementales pour mieux les limiter et développer des outils et des méthodes d'analyse. Aujourd'hui, nous sommes capables de détecter les PFAS dans les eaux. Par contre, dans les autres milieux, et notamment l'air, on a beaucoup de difficultés pour effectivement avoir une métrologie qui soit formatée pour rechercher les PFAS dans l'air. Dernière chose, et qui est important, et ça aussi, ça relève du principe de précaution, ce qu'il faut, c'est informer. Et par rapport à ça, donc ça, c'est les recommandations 9, 13, 14, 15, 16 du rapport, il est nécessaire, et ça, j'insiste là-dessus, d'avoir une transparence totale sur les informations dont nous disposons et l'avancée des recherches et des actions mises en œuvre pour lutter contre la pollution. En état des lieux de tous les usages des PFAS doit être dressé. L'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur doit être informé de l'utilisation de ces substances. L'information donc des acteurs, l'information des consommateurs, et je vois aussi au niveau local l'information des élus, dans le sens où les élus sont totalement désemparés par rapport aux PFAS, ils ne savent pas comment faire. Donc là-dessus, il faut vraiment être transparent. Cette information doit être accessible à tous, associant les autorités publiques, les élus, les citoyens. Par exemple, dans le Rhône, on a monté un comité local, PFAS, qui permet effectivement en liaison d'intervenir, que l'ensemble, que ce soit l'ARS, que ce soit la DREAL, que ce soit les élus, que l'ensemble des acteurs aient le même niveau d'information.
Voilà un petit peu l'introduction par rapport à ces rapports. Donc, le rapport, vous verrez, il y a une synthèse, il y a des 19 recommandations, et après, il y a le rapport dans sa totalité. Ne vous arrêtez pas aux premières pages, elles sont assez techniques, c'est tout ce qui est chimique. C'est compliqué, mais ça montre bien la complexité du sujet des PFAS. Merci bien, je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Nous allons prendre les questions des orateurs des groupes avec Madame Lefeur pour le groupe Renaissance. Pour 2 minutes, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je souhaite tout d'abord souligner la qualité du travail mené par notre collègue Cyril Isaac-Sibille et l'en remercier. La pollution chimique est un sujet sur lequel nous sommes aujourd'hui encore démunis, malgré les risques qu'elle présente. Il faut donc la saisir à bras-le-corps. Dans ce rapport, une première chose nous saute aux yeux, l'état balbutiant de la recherche et de la connaissance concernant à la fois la définition des PFAS, leur diffusion dans l'environnement, notre imprégnation en tant que population et la toxicité qu'ils représentent pour chacun d'eux. La tâche qui s'ouvre devant nous est colossale et le principe de précaution voudrait que nous nous attelions dès maintenant à sa régulation avant d'avoir tous les éléments scientifiques à notre portée, étant donné les premiers résultats de toxicité qui proviennent par exemple de l'étude du PFOA ou encore des PFOS. Dans le rapport, le besoin d'une régulation européenne et internationale est souligné afin de répondre collectivement aux problèmes et non chacun de son côté, ce qui risquerait de reproduire des erreurs passées en matière de régulation des produits phytosanitaires par exemple. Ma question est la suivante. Pensez-vous que la maturité de la réflexion européenne sur le sujet nous permette d'aboutir prochainement à une régulation communautaire ? Le cas contraire, vous évoquez des mesures d'endiguement d'urgence à prendre au niveau français pour protéger nos concitoyens d'une exposition dérégulée à ces substances. Les pouvoirs publics sont-ils prêts à les assumer ? Je vous remercie. Merci, chers collègues, pour le groupe Rassemblement National. La parole est à Emmanuel Taché de la Pagerie. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues. Le gouvernement vous a chargé d'une mission sur les PFAS. Ces polluants éternels sont depuis 1940 utilisés dans notre vie quotidienne. Textiles, emballages alimentaires, cosmétiques, produits phytosanitaires. Cette liste non exhaustive est le quotidien de tous les Français. Le fait est que ces PFAS sont une réelle menace pour notre santé et l'environnement. Député des Bouches-du-Rhône, ce sujet retient particulièrement mon attention. À Arles, un site de contamination a été détecté. Bien que la limite de concentration y soit respectée, je note qu'à 35 minutes de là, à Avignon, ce seuil est hautement dépassé. Or, chacun sait que les eaux du Rhône se jettent dans le delta de Camargue, dans ma circonscription. Mais avant ce terme, ces perturbateurs endocriniens se retrouvent dans l'eau potable consommée. Nous sommes tous porteurs de ces molécules. Pourtant, l'ajout des PFAS aux analyses sanitaires de l'eau de consommation ne sera rendu obligatoire qu'à partir du 1er janvier 2026. Et selon Yves Lévy lui-même, professeur émérite en santé publique et santé environnementale, lors de son audition par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, il rappelait « Nous savons maintenant que les PFAS ont une influence sur notre immunité et que la limite de concentration à 0,5 microgrammes par litre d'eau n'est peut-être pas suffisante. Dès lors, une question se pose à nous, ne faudrait-il pas réinterroger les limites encadrant la concentration en PFAS dans l'eau ? Je vous remercie. Merci. Monsieur Amar pour la France Insoumise. Merci, présidente, président, rapporteur. Votre rapport a le mérite de compiler beaucoup de données sur les questions des polluants éternels et dresse un bon état des lieux de l'étendue des contaminations ainsi que des normes et restrictions qui s'appliquent au niveau européen. Un certain nombre de vos recommandations ont déjà été défendues par le groupe La France Insoumise et nous nous en réjouissons puisque nous les voyons apparaître ici. Je pense par exemple aux recommandations 8 et 10 qui visent à interdire les rejets industriels de polluants éternels ainsi que leur production et leur utilisation. Et oui, il ne suffit pas de couper le robinet des rejets dans le Rhône. Toutefois, vous semblez vouloir attendre plusieurs années avant que ces mesures soient mises en œuvre. En effet, vous affirmez qu'une réglementation européenne serait plus efficace qu'au niveau national afin d'interdire la production de polluants éternels. Cela laisse entendre que vous voulez attendre 2026 et une éventuelle révision du règlement REACH au lieu d'œuvrer dès maintenant pour cette interdiction. Aussi,
Nous ne voudrions pas que l'établissement des valeurs toxicologiques de référence, comme mentionné dans votre recommandation 4, constitue une usine à gaz, comme nous les connaissons si bien en matière de pesticides ou d'herbicides. Le processus d'interdiction de ces produits est à l'arrivée interminable et votre gouvernement ne cesse de faire machine arrière. Nous nous étonnons que vous ne suggériez pas au gouvernement d'activer la clause de sauvegarde à l'article 129 du règlement REACH actuel, qui permettrait à la France d'interdire tout de suite, à titre provisoire puis définitif, la mise sur le marché et l'utilisation des polluants éternels et des produits en contenant. La France pourrait ensuite engager une procédure communautaire de restriction. Ainsi, la France servirait de moteur dans la lutte contre ces polluants éternels en vertu d'un principe de précaution, terme que vous ne reprenez jamais, étonnamment, à votre rapport. Pourtant, les conséquences sur la santé sont bien connues. Il est urgent d'agir. Merci. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Yannick Neuder. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail du rapporteur Cyril Zac-Sibyl, qui permet d'éclairer nos travaux et l'action des pouvoirs publics autour d'un sujet méconnu qui constitue pourtant un enjeu majeur en matière sanitaire et environnementale pour les décennies à venir. Les substances per- et polyfluoroalkylées, également connues sous le nom de PFAS, constituent une très grande gamme de composés chimiques. Nous en comptons aujourd'hui autour de 4000, présents dans une multitude d'objets, des poils antiadhésifs aux implants médicaux, stents, pacemakers. Les PFAS sont des substances périphériques qu'on qualifie de polluants éternels. Comme médecin, d'abord, je suis très largement préoccupé par l'impact sanitaire des PFAS, à l'image d'une communauté scientifique alerte et soucieuse, mais qui dispose de connaissances encore limitées ou restreintes à un petit nombre de composés. Je souligne néanmoins que certains d'entre eux, l'analyse de leur toxicité a révélé différents effets sur l'organisme, augmentation du taux de cholestérol, cancer, effets sur la fertilité et le développement du fœtus. Comme élu d'Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai été vivement marqué par l'actualité récente de mon territoire en la matière. La détection de PFAS par l'Agence régionale de santé chez 160 000 habitants avec des teneurs supérieures à la nouvelle norme européenne doit nous alerter. Ces substances ont été identifiées dans l'eau d'alimentation issue des champs captant de la nappe alluviale du Rhône et jusqu'au péage de Roussillon dans ma circonscription. Nous devons donc agir selon un principe de précaution et selon l'état des connaissances sur l'impact sanitaire et environnemental en maximisant le développement d'alternatives et en donnant une visibilité aux filières industrielles concernées. Face à l'urgence, je considère qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. La crise agricole qui a récemment frappé notre pays nous a rappelé que nous devons construire nos normes en prenant compte des impacts à toutes les échelles, notamment vis-à-vis des bassins industriels vitaux pour le pays. L'impact d'une réglementation rapide et à vue pourrait lourdement impacter des filières clés pour notre pays avec des requalifications, reconstructions et abandon de projets. Le ministère de l'Industrie a d'ailleurs proposé à l'occasion de la signature du nouveau contrat de la filière chimie d'orienter la restriction des PFAS en priorité. Merci. C'est un peu rapide quand même. Hein. 2 minutes. Oui. 2 minutes, chers collègues. C'est 2 minutes par orateur de groupe. Monsieur Pain, pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Au nom du groupe MoDem, je veux vous remercier pour la réalisation de votre rapport et la présentation que vous venez d'en faire devant notre commission. La pollution PFAS fait l'objet d'une attention médiatique, la une du monde encore aujourd'hui, et politique croissante. Les contaminations font l'objet d'une meilleure information et peu à peu on commence à se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Il y a 2 ans, le groupe MoDem avait saisi l'occasion dans sa niche parlementaire pour porter ma PPL contre les plastiques dangereux pour l'environnement et la santé, dont l'article 2 visait en particulier les PFAS. J'en profite pour regretter qu'elle n'ait toujours pas été reprise ni au Sénat par les sénateurs, ni par le gouvernement. Monsieur le rapporteur, je veux saluer votre important travail et l'ambition positive de vos préconisations en matière de clarification, de définition des seuils, de robustesse du suivi des contrôles, de transparence de l'information et de suppression à la source des polluants éternels. Nous serons à vos côtés pour en assurer la mise en œuvre rapide et effective. Ma question portera sur l'interdiction des PFAS. Vous appelez à soutenir l'interdiction généralisée des PFAS au niveau européen. Comment ce processus progressera-t-il? À quel horizon peut-il aboutir? Quel rôle pour la France à cet égard? Et en l'absence d'avancée européenne, quand et comment agir au-delà de la proposition que j'avais portée au niveau national? Merci, chers collègues. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Chantal Jourdan. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Monsieur le député, je vous remercie pour la présentation de vos travaux sur les PFAS.
Ces dernières sont encore peu connues du grand public et sont pourtant des substances chimiques toxiques que l'on retrouve dans la composition de nombreux objets du quotidien, textiles, jouets, dispositifs médicaux, etc., et dans l'environnement, l'eau, l'air, les sols et les organismes exposés. Pour de nombreux experts, ils sont la plus grande menace chimique du XXIe siècle. Le dernier rapport de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable fait état d'une situation critique et recommande à l'État d'engager sans tarder les actions de maîtrise du risque les plus urgentes. Ces substances ont des effets nocifs sur le métabolisme humain et sont notamment associées à des risques de cancer, de dérèglements endocriniens et thyroïdiens. L'EFSA alerte également sur les effets sur le système immunitaire. On ne connaît pas encore parfaitement leurs effets et leur suivi est aujourd'hui mal assuré, tel que vous le rappelez dans votre rapport. La France est donc particulièrement en retard dans ce domaine. Un certain nombre de préconisations de votre rapport vont dans le bon sens. On peut d'ailleurs noter une évolution de votre positionnement depuis l'étude de la proposition de loi de David Topiac sur le sujet. Ainsi, la recommandation 10 préconise d'arrêter la production et l'utilisation des PFAS en soutenant l'initiative de restriction des 5 pays européens. Comment cet objectif ambitieux peut-il donc se concrétiser ? Plus largement, un certain nombre de vos recommandations demandent une volonté politique forte. Quel écho peut avoir ce rapport dans un moment où la santé environnementale semble ne plus être une priorité au regard des dernières annonces, avec, par exemple, la suspension du plan Ecophyto ? Enfin, vous avez évoqué dans une interview de 2023 que vous auriez préféré une commission d'enquête. Ainsi, à la fin de cette mission, vous semble-t-il avoir pu travailler comme il vous semblait pertinent de le faire, ou certaines informations vous ont-elles manqué? Je vous remercie. Merci Madame Violent pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Au nom du groupe Horizon et apparenté, je tiens vraiment, Monsieur le rapporteur, à vous remercier pour votre travail extrêmement précis et le partage de vos observations dans le cadre de votre mission. Ces PFAS sont ainsi soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens, d'être cancérogènes, de favoriser l'obésité, le diabète, d'affecter la fertilité et le développement du fœtus. Se saisir de ce sujet est donc essentiel et urgent pour la préservation de notre santé et de notre environnement, et donc sur les enjeux de One Health, une seule santé. Leur caractère très persistant entraîne une contamination de tous les milieux, l'eau, l'air, les sols ou encore les sédiments. Aucun secteur n'est épargné. Chacun d'entre nous est exposé aux PFAS, aussi bien au sein de son domicile que son lieu de travail, par l'alimentation, encore via l'eau que nous consommons. Je souhaite donc saluer votre rapport qui met en lumière ce sujet majeur de santé publique et trop méconnu, notamment vos recommandations visant à mieux connaître les PFAS, à les contrôler, à les prévenir, à communiquer et à investir davantage dans le traitement de ce polluant. À travers ce rapport, vous faites mention de la situation dramatique du Rhône et du récent cas de la contamination de ses eaux. Cette situation ne peut que faire écho en moi au cas de la commune de Rumilly, en Haute-Savoie, non loin de ma circonscription. L'un de ces polluants, le PFOA, avait été détecté en août 2022 dans l'eau potable, conduisant à la fermeture de plusieurs captages. Les habitants haut-savoyards ont par la suite été testés et leur sang a révélé des taux de PFOA 5 fois supérieurs à la moyenne détectée au sein de la population française. Ainsi, ma question est la suivante. Comme mentionné dans votre 17e recommandation, le coût total du traitement des eaux potables et usées pour éliminer les PFAS a été estimé à 238 milliards d'euros par an dans l'UE. Avez-vous déjà des pistes pour la mise en place de ce système de REP, responsabilité élargie aux producteurs, dont vous faites également mention dans votre 18e recommandation? Je vous remercie et je tiens à remercier aussi Lucas, nouveau stagiaire dans mon équipe, qui s'est saisi de ce sujet dès son arrivée. Bravo. Bravo à Lucas. Merci, Monsieur Thierry, pour le groupe écologiste. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Nous sommes réunis autour d'un sujet de santé publique majeur dont l'ampleur sera sans aucun doute comparable à celle du scandale de l'amiante. Les révélations pleuvent. Ce matin encore, la presse fait état d'un record de PFAS détecté sur le site de Solvay à Salindre. Je tente depuis le début de mon mandat de convaincre de l'urgence à agir. Les PFAS sont considérés par un nombre croissant de scientifiques comme le poison du siècle et une bombe à retardement écologique. J'ai entretenu des divergences de vues avec la majorité lorsque l'occasion nous a été donnée de débattre ce sujet à l'Assemblée. Néanmoins, je le dis sans détour, le rapport de M. Isaac Sibyl est un travail de qualité et constitue une importante contribution au combat que nous devons mener contre les polluants éternels. Le constat est bon, les 4 traits caractéristiques des PFAS sont détaillés, leur diversité, leur résistance, leur diffusion et leur toxicité. Au-delà du constat, j'ai pris attentivement note des propositions formulées. Sur l'eau potable, le rapport suggère que les seuils sont trop élevés.
Je serai ici très direct au regard des comparaisons étrangères. Comment peut-on concevoir une norme française 10 fois plus laxiste que la norme danoise? Sur les interdictions, le rapport appelle à couper le robinet de la pollution et évoque le projet européen d'interdiction des PFAS. Je partage l'ambition de prendre une interdiction au niveau de la famille des PFAS. Agir molécule par molécule n'est pas réaliste au regard du nombre de substances. Sur ces 2 points, je veux néanmoins alerter. Agir au niveau européen est indispensable, mais pas suffisant. 2 exemples. Le TFA, mesuré à des taux considérables dans le Gard, aujourd'hui, n'est pas inclus dans la directive européenne sur le contrôle de la qualité des eaux. La restriction REACH de la famille des PFAS n'aboutira pas au mieux avant 2028, alors qu'il existe des alternatives aux PFAS dans certains produits, dans les emballages alimentaires ou le textile par exemple. Je précise que le caractère essentiel des usages n'est pas qu'un choix technique. Il revêt d'une dimension politique certaine. De quoi pouvons-nous nous passer pour préserver la santé et l'environnement? Cette tension entre droit français et droit européen est suggérée dans le rapport, mais elle mériterait, il me semble, des précisions par le rapporteur. En tout cas, merci une nouvelle fois pour le travail mené. Il faut dorénavant traduire l'urgence que vous décrivez en politique publique. Merci, chers collègues. Pour le groupe Gauche, Démocrate et Républicaine NUPES, la parole est au député des Bouches-du-Rhône, Pierre Dharréville. Merci, Monsieur le Président et chers voisins. Vous avez documenté, Monsieur le rapporteur, à la fois l'ampleur de la contamination avec ces polluants éternels et l'ampleur des usages qui en sont faits. C'est une source d'inquiétude et ça doit être une source de mobilisation. Au niveau international, c'est la Convention de Stockholm qui, depuis 2001, vise à encadrer certains polluants organiques persistants, réglemente plusieurs composés de la famille des PFAS au niveau mondial. Ces restrictions ciblées sont justifiées au regard des risques, mais suscitent de nombreuses critiques, notamment au regard du risque de substitution regrettable d'un PFAS par un autre. En Europe, des initiatives vont dans le sens d'une restriction large des PFAS, mais nous n'y sommes pas encore. Cela prend du temps. Et le Danemark, par exemple, devançant la réglementation européenne éventuelle, a introduit une interdiction de mise sur le marché des produits destinés à entrer en contact avec des aliments. La question se pose de savoir ce que nous devons et pouvons faire à l'échelle nationale. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous également de la proposition de loi de notre collègue Nicolas Thierry, qui a beaucoup travaillé, vous le savez, sur ce sujet et qui formule lui aussi des propositions? Dans ce contexte, ne pouvons-nous pas également nous appuyer sur le récent avis du CESE intitulé « Travail et santé environnement, quels défis à relever face au dérèglement climatique ?» qui invite à repenser ensemble les politiques publiques de santé au travail et de santé environnement, mieux associer les représentants du personnel et les organisations syndicales sur les lieux de travail, mieux associer les territoires, etc. À la suite de prélèvements alarmants, les eaux superficielles et souterraines sur le bassin Rhône-Méditerranée sont davantage contrôlées, permettent de surveiller l'état qualitatif, mais cela résulte d'une inquiétude qui persiste. Vous proposez dans votre 8e recommandation d'interdire les rejets industriels et d'établir des normes de qualité environnementale, eau, air, terre. Néanmoins, si des normes commencent à se dessiner pour les milieux aquatiques, le retard est considérable. Et en ce qui concerne les concentrations des PFAS dans les sols et l'air, pour lesquels il n'existe pas de normes, les sols sont pourtant une voie de contamination de nos aliments par les PFAS. Il semble crucial d'avoir des normes pour tous les milieux. Pouvez-vous préciser votre point de vue en la matière? Merci. Merci. Pour le groupe Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoires, la parole est à David Topiac. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le hasard veut que nous ayons aujourd'hui cette audition dans un contexte de révélation d'une contamination record au PFAS, et plus particulièrement avec des taux spectaculaires de TFA dans le Gard à Salindre. Cela pourrait être même à ce jour la plus importante pollution jamais détectée à l'une des PFAS. Aussi avons-nous pris connaissance avec attention du rapport de notre collègue Cyril Isaac-Sibille et de l'ensemble de ses recommandations avec grand intérêt au regard de la préoccupation majeure qu'est la nôtre dans cette pollution contrôlée des PFAS. En juin dernier, j'avais d'ailleurs présenté dans le cadre de la niche du groupe Lyot une proposition qui visait à limiter la contamination par les PFAS dans 2 domaines précis. J'ai constaté un peu surpris, au regard de la trajectoire qui avait été réservée à ce texte par la majorité, également par votre positionnement personnel à l'époque, lors de son examen, que l'on retrouve aujourd'hui parmi vos recommandations, ces propositions. La recommandation numéro 8, qui vise à interdire les rejets industriels et établir des normes de qualité environnementale. La recommandation 10 bis, qui préconise à l'absence d'avancée européenne, ce qui m'avait été opposé en juin dernier, que la France puisse proposer la restriction de certains usages, et notamment en matière d'emballage alimentaire, ce qui était notre propos.
Je souscris bien évidemment pleinement à ces propositions, sans toutefois comprendre la logique qui nous avait fait perdre du temps à l'époque, quelques mois, sur cette limitation de contamination. Un point marquant toutefois, l'aspect sanitaire et l'accompagnement des populations particulièrement exposées est très peu évoqué dans le rapport. Aux États-Unis, un rapport des académies nationales des sciences, d'ingénierie et de médecine recommande aux médecins d'effectuer un dépistage de dyslipidémie, de cancer du sein et d'hypertension en cas de grossesse chez des patientes qui présentent un taux de PFAS dans le sang compris entre 2 et 20 microgrammes par litre. Ne pensez-vous pas qu'un accompagnement de dépistage renforcé devrait être mis en place pour les populations que l'on sait exposées dans les zones de contamination identifiées? Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec les questions des députés. Vous pouvez vous inscrire. Je regarde s'il y en a beaucoup ou pas, en fait. Oui, il va y en avoir beaucoup. Bon, on va donner la parole à monsieur le rapporteur dans un premier temps, et ensuite on reprendra les questions des orateurs et vous pouvez vous inscrire. Merci, Madame la Présidente. Bon, merci pour toutes ces questions. J'essaie d'y répondre globalement et particulièrement. Rapidement, je crois que c'est Chantal Jourdan qui me pose la question de la commission d'enquête ou la mission. C'est deux choses différentes. Par rapport à ma mission, la mission a été passionnante dans le sens où j'ai pu auditionner l'ensemble des acteurs, je dis au niveau international, européen. J'ai eu aucun refus et je pense que les éléments que j'ai eus sont des éléments qui sont sincères. J'ai une interrogation, pour tout vous dire, j'ai une seule interrogation par rapport aux différents usages, c'est les cosmétiques. Moi, on m'avait dit qu'effectivement que les cosmétiques contenaient des PFAS. La filière cosmétique m'a dit non, ce n'est pas un sujet. Donc pour moi, c'est une interrogation, c'est peut-être la seule interrogation que j'ai. Autrement, j'ai pu avoir toutes les réponses. La commission d'enquête, c'est autre chose. La commission d'enquête, c'est pour voir effectivement les responsabilités. Les responsabilités, elles s'étalent sur des décennies. Et donc, ça sera un autre sujet. Pour moi, c'est un autre sujet. Là, maintenant, beaucoup d'entre vous ont parlé d'interdiction. Le problème de l'interdiction, il faut savoir de ce dont on parle. Je pense que l'interdiction des rejets, on peut l'obtenir et assez rapidement. Après, le problème de l'interdiction des PFAS, c'est un autre sujet. Les PFAS font partie... Alors, autant c'est indispensable de supprimer les rejets, autant supprimer les PFAS, dans notre monde actuel, ça va être très compliqué. Je rappelle un truc tout bête, hein, mais certains médicaments sont des PFAS. Hein, pour citer un exemple, le Prozac est un PFAS. Si on supprime les PFAS, on supprime certains médicaments, on supprime beaucoup de dispositifs médicaux, on supprime énormément de choses. Donc la question, c'est tout l'intérêt du projet européen qui est un projet de restriction en fonction des usages. Pour moi, il faut interdire le rejet, avoir une restriction en fonction des usages, une interdiction peut-être pour les usages futiles. Je parle effectivement du fart, je parle de certains usages dont on peut se passer assez facilement. Il y a des usages de santé, des usages énergétiques pour lesquels ça sera beaucoup plus difficile. Donc de dire demain, comme il y avait une proposition de loi qui a été faite, demain on interdit les PFAS, je pense que c'est pas possible. Un exemple, par exemple, un truc tout bête, tout l'outil industriel, donc, ça c'est le problème des polymères. Les polymères de PFAS, tous les joints, toutes les vannes qui sont soumis à certaines contraintes sont des joints, sont des vannes qui utilisent des PFAS. Donc grosso modo, tous les fluides, si vous interdisez les PFAS et les polymères, et c'est la question qui se pose par rapport aux polymères, vous mettez à bas tout l'outil industriel et tout, effectivement, la distribution de tous les fluides. Donc, c'est pour ça que le sujet est important. Le sujet, c'est distinguer les monomères des polymères, et après, c'est distinguer les usages.
Ça, c'était la première chose. Par rapport aux pollutions, je suis persuadé, et on le vit aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on va avoir, jour après jour, semaine après semaine, des révélations de pollution et de contamination PFAS. Par rapport à ça, il faut qu'on ait une stratégie, et notamment vis-à-vis de l'eau à destination de consommation humaine. Donc là, effectivement, il va falloir rapidement qu'on puisse intervenir. Maintenant, effectivement, pour répondre plus particulièrement, le principe de précaution, si je l'évoque dans mon rapport, le principe de précaution, c'est deux choses. C'est premièrement se donner tous les moyens pour comprendre et connaître. Et c'est vrai que pour le moment, on est au début. On est au début, c'est la complicité, je vous disais tout à l'heure, c'est par rapport à la complicité chimique. Une vraie question, c'est s'il faut distinguer les polymères des monomères. Ça, c'est une première question. Ça, c'est la complicité chimique. Après, il y a la complicité toxicologique. La question m'était posée, effectivement, de savoir s'il fallait, par David Topiac, s'il fallait dépister les personnes. On peut dépister les personnes. Le problème, c'est que les PFAS, on sait qu'ils entraînent des complications à une exposition chronique. C'est tout le problème de santé. C'est contrairement à un poison où, effectivement, qu'on peut absorber et dont les effets sont immédiats, ça, effectivement, on peut... Là, le problème des PFAS, c'est qu'on sait que dès la naissance, on en ingurgite. Le problème, c'est à partir de quand et à partir de quelle dose ça devient nocif. Et c'est pour ça que certains d'entre vous l'ont fait, aller chercher, effectivement, dans ses cheveux des PFAS. Tout le monde a des PFAS. Le problème, c'est à quelle dose et pendant combien de temps, à partir de quelle dose et pendant combien de temps, à ce moment-là, les PFAS sont nocifs. Et c'est tout le problème de la recherche. Donc, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à la chimie, par rapport à la toxicologie, par rapport aux usages et par rapport aux... Et ça, c'est pour répondre à Pierre Dharréville, par rapport, effectivement, aux différentes matrices. L'eau, on sait à peu près ce qui se passe. Les sols, on en sait un peu plus. Moi, j'ai une grande interrogation par rapport à l'air. Et on voit que dans la région de Lyon, les PFAS, effectivement, sans doute, avec la reste des vents, se diffusent par l'air. Et notamment tout ce qui est incinération, tous les centrales d'incinération, à mon avis, pour moi, sont responsables de la dissémination, effectivement, des PFAS. L'autre problème aussi, c'est le problème, effectivement, par rapport aux pollutions. Beaucoup l'ont évoqué, c'est le problème du Rhône et le problème des fleuves. On sait très bien, et c'est assez impressionnant, le schéma n'est pas dans le rapport, mais je pourrais le communiquer. Cette pollution, elle remonte à des décennies, et lorsqu'on fait des carottes de sédiments dans le Rhône, on voit très bien que les années où les PFAS ont été le plus largement répandus, c'est plutôt dans les années 2000. Et depuis, ça a plutôt tendance à baisser. Donc le problème, c'est tout le problème de la diffusion, la complexité de la diffusion des PFAS. Donc voilà pour répondre. Alors maintenant, la restriction. La restriction européenne, moi je pense effectivement que c'est la solution, la restriction européenne. La question, lorsque j'ai interrogé effectivement les instances européennes, sachez qu'au niveau européen, tout le monde a parfaitement pris conscience du sujet. Et je pense qu'au niveau européen, les agences, que ça soit, j'ai pu aller voir effectivement la Commission, les députés, les agences, les cas, tout le monde a bien conscience de ça et les choses vont avancer. La question, c'est que tout ça, ça demande du temps. Est-ce qu'il faut attendre effectivement 2 ans que les cas aient donné ses conclusions? Je pense que non, et c'est pour ça qu'il y a une volonté de certains pays, comme la France, que les cas, l'agence européenne, puisse donner des résultats intermédiaires de manière assez rapide, dans quelques mois, pour savoir, en fonction de certains usages, si on ne peut pas avancer plus rapidement. Et je pense que c'est la solution. Moi, je crois, en fonction des auditions que j'ai au niveau européen, les choses vont avancer assez fortement. Si jamais, effectivement, et c'est ce que je préconise, pour moi, la solution est européenne. Si jamais, effectivement, l'Europe n'allait pas suffisamment vite, on pourrait, effectivement, nous-mêmes avancer et faire des propositions comme a pu faire le Danemark. Mais je pense sincèrement que la solution est européenne. Ça, c'est pour répondre à plusieurs d'entre vous. Concernant les seuils, c'est vrai que le seuil de 100 nano et par rapport à l'eau potable, pour répondre à M. Taché de la Pellerie, c'est vrai que le 100 nanogramme est purement arbitraire. Et c'est vrai qu'on presse l'ANSES
d'avoir des véritables VTR. Le problème, c'est que ce n'est pas du jour au lendemain, ça demande du temps. Il y avait une certaine pression pour qu'ils puissent nous donner ces VTR cette année. A priori, ce sera difficile et c'est plutôt l'année prochaine qu'on les aura. Mais c'est tout le problème du temps de la recherche. Il faut les pousser, il faut qu'on ait des réponses. Mais avant d'avoir ces réponses, je pense que le principe de précaution s'impose. Le principe de précaution, c'est de donner tous les moyens et c'est prendre des mesures provisoires pour le faire. Je regarde les réponses, les questions que vous m'avez faites. La clause de sauvegarde, quand vous dites, Monsieur Amar, qu'il faudrait, c'est la petite réponse que j'ai faite, qu'il faut interdire tous les PFAS, demain, c'est impossible d'interdire tous les PFAS. C'est pas possible, dans le sens où si on interdit les PFAS dans leur globalité, enfin tous les PFAS dans tous leurs usages, je dis les usages concernant la santé, les usages concernant l'énergie, c'est pour moi impossible. Il y a des choses pour lesquelles on peut progresser assez rapidement, et notamment par rapport aux mousses utilisées par les pompiers. Là, actuellement, vous savez, il y a différents PFAS, il y a les chaînes longues et les chaînes courtes. Les PFAS, actuellement, les pompiers n'utilisent plus de PFAS à chaîne longue. Ils utilisent encore de manière temporaire les PFAS à chaîne courte, mais ils ne les utilisent plus pour leurs entraînements. Ils les utilisent uniquement pour les feux. Donc, et ça jusqu'à l'année prochaine. Après, il y a après des alternatives. Il y a des alternatives aux PFAS pour éteindre des feux, mais les pompiers nous disent mais s'il y a ces alternatives, on mettra plus de temps et on prendra plus de risques pour éteindre des feux. Donc, est-ce qu'il faut faire courir des risques aux pompiers par rapport aux incendies? C'est une question qui se pose. Concernant le travail, j'ai interrogé les pompiers sont en contact avec les PFAS et de manière assez régulière. Concernant la santé au travail, pour répondre effectivement à Pierre d'Aréville, j'ai interrogé effectivement par rapport à la santé au travail et les pompiers par rapport si effectivement il y avait des pathologies particulières liées au PFAS. A priori, non. Mais je pense qu'il faut pousser, comme l'imprégnation est longue, je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui s'il y a des risques ou pas, mais je pense qu'il faut continuer à travailler. Il faut continuer à travailler dans le sens où pour le moment, on ne sait pas. Pour continuer sur par rapport à Yannick Noder, il y a deux choses. Péage du Roussillon, je pense que tout le Rhône est contaminé. Hein, à partir de Lyon jusqu'aux Bouches-du-Rhône, les sédiments font effectivement que les PFAS utilisés dans les années 2000, on en retrouve tout le long et on en retrouvera tout le long. Le problème de l'impact sanitaire, la grande question aussi, et c'est pour ça que je pense qu'il faut aller plus loin et que ce travail n'est qu'un début, c'est que les PFAS font partie d'un exposome. Mais un exposome qui est beaucoup plus complexe. Et toute la question, c'est de savoir, pour répondre au niveau sanitaire, c'est quelle est la part des PFAS, quelle est la part de l'effet cocktail de l'ensemble de l'exposome. Et ça, pour le moment, on est au début des travaux, mais c'est vrai que c'est un vrai problème de santé publique et il va falloir obtenir des réponses par rapport à ça. On est soumis, lorsque vous buvez de l'eau, vous buvez des PFAS, vous buvez effectivement des antibiotiques, vous buvez effectivement des hormones. On est soumis à un tas d'exposomes assez compliqués et en même temps des phytosanitaires. Je remercie effectivement Jimmy Pain par rapport à sa PPL, par rapport au plastique. C'est vrai que là-dessus, on va pousser. Je pense effectivement par rapport aux emballages sanitaires, par rapport aux emballages alimentaires. Lorsqu'on interroge la filière emballage alimentaire, papier et carton en France, ils nous disent, les fabricants français, ils nous disent effectivement qu'ils se passent de PFAS. Donc on pourrait aller plus rapide. On pourrait être plus rapide. Le problème, c'est de savoir par quoi ils les remplacent. Vous savez, le problème des emballages alimentaires, effectivement, quand vous avez acheté des frites ou je ne sais pas quoi, dès qu'il y a du gras, grosso modo, on peut se passer de PFAS pendant 5-10 minutes. Une autre question se pose, pour dire quelques exemples, tout ce qui est aliments pour animaux, ou qui sont stockés pendant des semaines dans des sacs, le gras, on ne sait pas faire sans PFAS. Avoir des sacs sans PFAS, grosso modo, le gras diffuse. Donc c'est pour ça qu'au niveau des emballages alimentaires, on peut aller, au niveau humain, on peut aller plus rapidement, on peut aller assez rapidement, mais pour moi, il faut attendre effectivement la réponse de l'ECA pour voir effectivement s'il y a une réponse européenne assez rapide. Et je pense qu'ils ont la pression. Il faut attendre les résultats intermédiaires. S'ils l'ont, on les suivra.
si jamais, effectivement, ça traîne, on se pose la question de savoir si, effectivement, la France ne pourra pas prendre des mesures, anticiper des mesures. Voilà un petit peu le coût de la dépollution. Alors, quand on parle de coût de la dépollution, c'est vrai, pour moi, il y a deux choses. Il y a, premièrement, c'est comment, d'abord, on dépollue l'eau à consommation humaine. C'est comment est-ce qu'on aide, effectivement, les producteurs et les distributeurs d'eau potable. Lorsqu'on parle, effectivement, des 200 milliards du coût de la dépollution, c'est un coût global, que ce soit des terres. Il faut savoir que les maires, lorsqu'on interroge, j'ai interrogé, effectivement, certains pays asiatiques, la mer de Chine, il y a des PFAS plein la mer. Au niveau imprégnation, l'imprégnation, c'est l'eau, mais l'imprégnation aussi, c'est les aliments. Et notamment les aliments, c'est les poissons. Les poissons, effectivement, et notamment les gros poissons qui mangeaient plus petits, sont imprégnés par les PFAS. Donc c'est un sujet qui est beaucoup plus ample. On peut même se poser la question par rapport à l'écume de mer, savoir si l'écume de mer, effectivement, c'est pas qui est actuellement plus importante, si effectivement, c'est pas des PFAS. Donc tout ça est un sujet qui est très global. Voilà un petit peu, je pense avoir répondu un petit peu à toutes les questions. Vous pourrez compléter, monsieur le rapporteur, parce qu'il y a une grande série de questions complémentaires qui vous attend. Je rappelle que c'est 1 minute. Vraiment, je vous demande de respecter ce temps pour les questions complémentaires avec monsieur Frey pour démarrer. Merci Madame la Présidente. Je souhaite tout d'abord remercier notre collègue Cyril Isaac-Sibille pour la qualité de son travail sur ce sujet des PFAS qui, il faut le dire, est assez technique. Chers collègues, vous l'avez rappelé, les PFAS sont des substances présentes dans un grand nombre de milieux naturels comme l'eau ou les sols. Dans ma région, en Bourgogne-Franche-Comté, s'agissant de la contamination de l'eau, l'ARS a eu l'occasion d'indiquer l'année dernière qu'il n'existait pas de données permettant de déterminer l'ampleur du phénomène de pollution. Cependant, des PFAS ont d'ores et déjà été détectés dans une 50aine de sites, notamment dans ma circonscription au puits de Solon à Périgny-les-Dijon ou dans la rivière Louche à Neuilly-Crimolois. Au regard des conséquences néfastes avérées sur la santé, comme par exemple chez les femmes une hausse des risques de cancer de sein, le plan d'action ministériel sur les PFAS de 2023 prévoit au niveau de l'Europe une interdiction des PFAS avec une proposition sur le sujet de l'Agence européenne des produits chimiques. Ma question est la suivante. Avez-vous, dans le cadre de votre mission, obtenu des informations sur l'état d'avancement des discussions sur ce projet d'interdiction européenne? Je vous remercie. Merci, Madame Guettet. Merci, Madame la Présidente. À Créteil, Choisy-le-Roi et à Orly, dans ma circonscription, mais en réalité dans 410 communes d'Île-de-France, les habitants ne peuvent pas consommer les œufs si jamais ils ont un poulailler. C'est les résultats des préconisations de l'Agence régionale de santé depuis l'année dernière, du fait des polluants éternels. Alors vous avez résumé les enjeux sanitaires, désormais on les connaît très bien, mais ces polluants, on les trouve particulièrement condensés dans certaines zones industrielles ou anciennes zones industrielles et dans les quartiers populaires, et notamment ceux qui ont d'autres peines à leur actif, les autoroutes, les incinérateurs, les nuisances aériennes. Et donc, de fait, je pense qu'on n'a plus le temps d'attendre et que dans vos réponses, ça n'est pas de nature à me rassurer parce que vous louvoyez un peu. Du coup, je voulais vous interroger sur 2 points assez précis. Le premier, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut définir des besoins qui sont non prioritaires? Parce que vous avez dit c'est compliqué, ce serait compliqué sur tout un tas de produits. Est-ce que, par exemple, les cosmétiques waterproof, on ne pourrait pas accélérer très largement? Deuxième question, j'en reviens à la réglementation européenne et au règlement REACH notamment. Sur le principe de précaution, ne pourrait-on pas avancer sur une initiative de résolution européenne ici Merci, Monsieur Descœurs. Merci Madame la Présidente. Comme vous le mentionnez dans votre rapport, le coût du traitement de la pollution par les PFAS de l'eau potable et des eaux usées s'élèvera à 238 milliards par an à l'échelle européenne, ce qui pose la question du financement par les collectivités d'un traitement adapté. Dans le rapport de notre mission d'information sur l'adaptation de la politique de l'eau, dont notre collègue Yannick Ory et moi-même étions rapporteurs, nous avons proposé d'élargir la redevance pour pollution diffuse au PFAS et d'instaurer, au nom du principe pollueur-payeur, une redevance spécifique pour responsabiliser les metteurs en marché. 2 propositions qui rejoignent votre recommandation 18 de mettre en œuvre un fonds PFAS et une nouvelle filière REP.
D'où mes deux questions. Comment serait abondé ce fonds PFAS? Et compte tenu de la diversité des usages de ces PFAS, avez-vous pu évaluer le délai qui serait nécessaire pour pouvoir disposer d'une filière REP dont la mise en œuvre s'avère complexe? Merci, Monsieur Pétavy. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Dans votre rapport, vous soulignez à juste titre les coûts très élevés de dépollution au PFAS, 238 milliards d'euros par an en Union européenne pour dépolluer l'eau. Aujourd'hui, les seules techniques que nous connaissons pour détruire les PFAS et dépolluer les sols et les eaux posent de nombreuses questions en termes de gestion des déchets, de prix et d'efficacité. Dans votre recommandation numéro 18, vous appelez à la création d'un fonds PFAS et vous appelez à respecter le principe du pollueur-payeur. C'est un point essentiel pour les écologistes. Pouvez-vous revenir sur vos pistes sur le sujet et celles qui vous semblent les plus adéquates? Par ailleurs, nous nous interrogeons également sur la question des émissions passées. Nous avons déjà un stock de PFAS émis depuis plusieurs années. En réglementant maintenant, nous pouvons agir sur le flux, c'est-à-dire les PFAS à venir. À votre avis, comment agir sur le stock et faire participer les émetteurs des émissions de PFAS passées? Merci. Merci, Monsieur Fugy. Merci Madame la Présidente. Chers collègues rapporteurs, donc merci pour ce rapport très attendu, notamment dans notre département commun, le Rhône. Merci aussi pour les recommandations que vous faites, notamment celles concernant les obligations d'information concernant l'utilisation des PFAS et l'application d'une transparence totale concernant la pollution. Alors la recommandation 18 de votre rapport, elle préconise donc d'appliquer le principe du pollueur-payeur sur les PFAS et notamment en créant un fonds PFAS financé par les producteurs. Alors je soutiens clairement cette proposition. Je rappelle que pour ce qui est de l'eau potable, aujourd'hui, la surveillance du respect des limites de qualité relève de la responsabilité des personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau du robinet, donc les PRPDE, qui sont appelés à prendre des mesures correctives en cas de non-conformité. De fait, dans le cas des PFAS et sur la base de votre proposition, comment voyez-vous le financement des mesures de dépollution que proposent les réseaux de distribution d'eau tels que le syndicat mixte d'eau potable Rhône-Sud qui regroupe de nombreuses communes de ma circonscription voisine de la vôtre? Merci, Monsieur Barthès. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je tiens à attirer votre attention sur deux sujets cruciaux pour la lutte contre les PFAS. D'une part, la question des emballages alimentaires et d'autre part, le déploiement de filtres PFAS sur nos appareils ménagers. Sur l'interdiction des PFAS dans les emballages alimentaires, nous sommes confrontés à un dilemme complexe, comme nous l'avons déjà souligné lors de l'examen de la PPL de notre collègue David Topiak. Si l'on interdit la production d'emballages alimentaires avec des PFAS en France, il faut tenir compte des défis associés à l'utilisation de matériaux recyclés. L'importation de matières recyclées de partout dans le monde pour produire des emballages alimentaires rend quasiment impossible le contrôle des PFAS dans ceux-ci. Cela soulève des questions sur l'efficacité et la durabilité du recyclage dans la lutte contre les PFAS dont vous pourriez nous parler. Deuxièmement, nous devons examiner sérieusement la possibilité de rendre des filtres anti-PFAS pour les appareils ménagers plus accessibles et abordables pour les consommateurs. Les filtres existent, mais leur coût est peu attractif, constitue un obstacle majeur à leur adoption généralisée. Comment pouvons-nous encourager le développement de ces filtres sans alourdir les charges pour les ménages? Ainsi, dans quelle mesure pourrions-nous inciter les collectivités à adopter ce type? S'il vous plaît, essayez quand même de tenir la minute. Merci. Monsieur Grénon. Voilà, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Mon collègue Pierre Meurin regrette de ne pouvoir être là. Aussi, il m'a chargé de vous interpeller. Dans sa circonscription, à Saint-Lindre, une enquête du Monde révèle une contamination record dans les eaux de polluants éternels. Un professeur en chimie à l'université de Stockholm parle de même un record mondial. Il n'a jamais vu une concentration de TFA aussi importante. À l'origine de cette pollution, une usine de production de PFAS du groupe Solvay, elle garantit pourtant 600 emplois. Je vous rappelle que le Gard est le 6e département le plus pauvre de France. Pour autant, la santé de la population de la circonscription de mon collègue Pierre Meurin et des générations à venir est directement menacée. Quelle action compte mener le gouvernement? Les ARS semblent répondre aux abonnés absents. Qui prendra le corps de cette question? Je vous remercie. Monsieur Bricout.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président. En décembre 2022, l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable publiait un rapport « Analyse des risques de présence de PFAS dans l'environnement ». Ce document indiquait notamment, je cite, « La France ne réglemente aucun PFAS dans le contrôle des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. Comment cela est-il possible ?» Qu'en est-il aujourd'hui des PFAS nouvelle génération? Sont-elles régulées? En quoi seraient-elles moins dangereuses pour l'organisme et l'environnement? Y a-t-il à l'étude de nouvelles matières alternatives? Enfin, dispose-t-on en France d'une cartographie indiquant le degré de concentration des PFAS de chaque territoire et quid de nos territoires d'outre-mer? Merci. Madame Corneloup. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Ces PFAS sont donc des polluants qui peuvent entraîner des problèmes de santé, tels que des lésions hépatiques, des maladies thyroïdiennes, de l'obésité, des problèmes de fertilité et des cancers. Après une étude conduite en 2022, l'Institut de cardiologie de Montréal a révélé que ces produits chimiques éternels se retrouvaient dans l'eau du robinet, l'eau embouteillée et dans le sang de presque toute la population en Occident. Un plan d'action PFAS 2023-2027 a été lancé avec pour objectif de renforcer la protection des Français de l'environnement contre les risques liés à ces substances. Les autorités européennes se sont également saisies de cette question de santé publique majeure. Le Bureau européen de l'environnement recommandait fin 2023 une réduction progressive des PFAS dans les produits de consommation d'ici à 2025 et une interdiction totale de leur utilisation à l'horizon 2030. En France, l'ANSES avait établi en 2017 une valeur maximale de 75 nanogrammes par litre pour les PFOA dans l'eau potable. Plus récemment, d'autres pays ont proposé des valeurs environnementales plus restrictives sans que celles-ci ne soient contraignantes, à l'instar de l'organisme Santé Canada qui propose de fixer un seuil de 30 nanogrammes. N'est-il pas urgent de limiter les valeurs maximales pour les PFAS? Merci. Monsieur Adam. Vas-y. Merci Madame la Présidente et merci chers collègues pour ce rapport très utile pour compléter les travaux parlementaires sur le sujet et le premier plan d'action ministériel qui date de début 2023. Les PFAS, c'est un sujet qui fait peur. Ils font peur pourquoi? Car nous savons qu'ils existent, qu'ils sont dus exclusivement à l'activité humaine, que la nature n'est pas capable de les absorber seule et qu'ils pourraient avoir des conséquences sur la santé humaine. J'aimerais vous interroger sur les propositions 17 et 18 de votre rapport à propos de la création de la filière REP. Sans aucun doute, il faut renforcer les moyens pour la recherche et la dépollution de notre environnement. Une filière REP fonctionne pour les metteurs en marché. Le PFAS n'est pas un produit mis en marché, mais un effet collatéral d'un produit mis en marché. Dans ces conditions, comment faire respecter le principe pollueur-payeur et retrouver le pollueur? C'est un peu le sens de ma question. Et comment voyez-vous l'opérationnalité de votre proposition de créer une filière REP dans ces conditions? Merci. La parole est à Benjamin Sainte-Huile. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur pour vos travaux. Je vais à l'essentiel parce qu'on a une minute. On perd combien de temps encore? On est en 2024. On a démarré le mandat il y a 2 ans. On a commencé la niche modem par la proposition PA1. À l'époque, c'était Bérangère Couillard qui nous a dit qu'il faut attendre l'Europe. Depuis, il y a eu les travaux des uns et des autres. Évidemment, je vais saluer Topiac, mais je pourrais saluer aussi Nicolas Thierry. Qu'est-ce qu'on attend? Moi, je veux bien qu'on se cache derrière « on attend l'Europe », mais à ce rythme-là, il ne va rien se passer. Donc, on nous dit parfois qu'il faut attendre l'Europe par sujet de cohérence, de mise en difficulté, de prototypage, de solutions alternatives. Très bien. D'autres pays sont capables de le faire. On pense au Danemark. Donc, moi, ma question, elle est simple. Qu'est-ce qu'on fait dans les 3 ans qui restent? Si c'est pour me dire que c'est compliqué, on ne peut rien faire, je l'entends partout, cette réponse-là. Bizarrement, il y a d'autres pays européens qui font des choses. Donc, à quel moment on redevient un exemple spécifique en France et on prend 1 ou 2 mesures sans mettre en difficulté les industriels, mais pour montrer le chemin et pour qu'en Europe, on puisse peser? Merci. La parole est à François Ruffin. D'abord, je voudrais appuyer les propos de mon collègue Sainte-Huile sur l'urgence qu'il y a à agir et pas à se cacher derrière ce qui pourrait se passer ailleurs. La question que je pose en toute transparence a été rédigée par notre collègue écologique Nicolas Thierry, dont je me fais le porte-voix. Dans votre rapport, vous mentionnez plusieurs cas de contamination à l'eau potable dans votre circonscription, mais aussi en Belgique, en Italie ou aux États-Unis. Vous dites dans votre rapport qu'il y a une nécessité d'abaisser les seuils d'acceptabilité. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle obligatoire des PFAS dans l'eau potable. Ce n'est pas systématique ni obligatoire. Il y a des agglomérations comme à Lyon qui ont réalisé un certain nombre de tests en la matière.
mais finalement, il devance une demande qui doit arriver aujourd'hui en 2026, comme le dit la directive. Est-ce que vous pensez qu'il faut, la question est-ce que vous pensez qu'il faut généraliser ces tests et sans attendre 2026 ? Merci. La parole est à Nicolas Thierry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je reviens sur l'exemple des emballages alimentaires que vous avez évoqué et le fait que nous devons attendre un rapport de l'ECA et de l'Europe. Ça rejoint ce qu'a dit mon collègue Saint-Huil. On ne peut pas exclure que la réponse de l'ECA prenne plusieurs années. Et on peut se dire aussi que le Danemark a très bien géré et très rapidement géré la suppression des PFAS dans les emballages alimentaires. Par ailleurs, on est tous conscients maintenant du risque sanitaire que les PFAS font peser sur les Françaises et les Français. D'ailleurs, ces substances sont en haut de la pile en termes de toxicité. Et dit autrement, parce qu'il faut dire les choses, chaque mois ou chaque année perdue, ça se compte en vie humaine. Alors pourquoi attendre l'Europe pour, sur certains usages, comme l'emballage alimentaire, où on sait faire autrement, continuer à exposer nos concitoyens ? On peut se dire aussi que la France, sur des usages précis, où il y a des alternatives, où on sait faire, aussi pourrait jouer un rôle d'aiguillon. Et on sait par ailleurs que notre pays a une force d'entraînement en Europe, donc on pourrait aussi prendre les choses dans ce sens-là. Merci. La parole est à Anne-Cécile Violent. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je vais prendre la parole au nom de Véronique Rioton, qui est retenue en délégation des droits aux femmes. Donc, dans sa circonscription, le secteur de Rumilly fait l'objet d'une vigilance des services de l'État depuis l'automne 2022, à la suite de l'étude de l'ARS du 22 août, je l'ai évoqué tout à l'heure, en raison de la teneur en PFAS dans les eaux. 4 prélèvements ont été réalisés au niveau des captages et au niveau des points de distribution au robinet. Ces campagnes de mesures complémentaires ont été menées par la suite et les entreprises concernées se sont immédiatement mobilisées, notamment Tefal, aux côtés des services de l'État, pour identifier les causes de pollution afin de sécuriser la distribution en eau potable et y remédier. Les élus locaux et syndicats des eaux des zones concernées par les constats de pollution sont réunis en comité par le préfet depuis juin 2023. Il y a eu déjà 3 réunions. Et on peut dire qu'élus et services de l'État sont attentifs à mener les études nécessaires et étudier les solutions de traitement. Le sujet est d'importance sur ce territoire de Rumilly, rejoint dans la discussion par le Grand Annecy, qui a également connu des problèmes ces derniers mois. Donc, Madame Rioton veut se permettre d'attirer votre attention sur la pertinence d'associer les acteurs haut-savoyards à la mise en œuvre concrète des actions qui seront issues de vos travaux, Monsieur le rapporteur, afin que ces actions collent au plus près aux problématiques de la Haute-Savoie en matière de pollution au perfluoré. Je vous remercie. Merci. Donc, nous avons terminé avec les questions complémentaires, Monsieur le rapporteur, pour répondre à toutes ces interrogations des députés. D'abord, merci pour ces questions. Moi, la première constatation que je fais, c'est qu'on voit bien que le sujet du PFAS préoccupe l'ensemble des bancs de l'Assemblée. Et donc, je vous remercie tous, dans le sens où, pour moi, c'est une vraie préoccupation, c'est un vrai problème de santé publique, ça touche tout le monde. Et c'est vrai que semaine après semaine, on va se rendre compte qu'effectivement, des PFAS, il y en a partout, à des degrés divers. Et donc, je pense qu'il faut donner une réponse. Ça, je suis totalement d'accord. Deuxième chose aussi, bon, j'en profite. Bon, c'est vrai que pendant 6 mois, je me suis consacré à ce sujet. Je pense avoir fait le tour un petit peu de l'ensemble des acteurs. Je ne sais pas tout sur tout, mais je sais à peu près tout sur beaucoup de choses. Enfin, je sais pas mal de choses sur tout. Et non, je sais pas mal de choses sur beaucoup de choses, même si je ne sais pas tout. Je dis ça dans le sens où je me tiens à votre disposition. Je pense que je vais faire effectivement un tour de France et je me tiens à votre disposition si localement vous voulez effectivement que je me déplace. De ce côté-là, je pense que c'est une vraie préoccupation. C'est une préoccupation de nos concitoyens, c'est une préoccupation des élus, c'est une préoccupation de l'ensemble des acteurs, des industriels. Et donc, je vous dis, je me tiens à votre disposition. Pour répondre rapidement à l'ensemble de ces questions, dans le sens où il y en a pas mal, pour répondre à Philippe Frey, effectivement, par rapport à la restriction européenne, je reviens à ce que j'ai dit. La restriction européenne, elle s'étudie en fonction des usages, quelque chose qui est assez symptomatique. Et pour répondre aussi à Jimmy Pain, lorsqu'effectivement il y a eu un questionnement concernant les plastiques, il y a eu 500 réponses des industriels. Pour les PFAS, il y en a plus de 4600. Il y en a 10 fois plus.
pour vous dire que c'est une préoccupation de l'ensemble des acteurs. Et je le redis, au niveau de l'Europe, il y a un vrai, pour moi, il y a une vraie prise de conscience. Et face à un problème, je pense que la première chose, c'est la prise de conscience. Elle est au niveau européen. Il faut que nous-mêmes, tous ensemble, nous l'apportions et voir effectivement quelles solutions on peut apporter. Pour répondre à Clémence Guettet, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'eau, mais vous avez parlé des œufs. La contamination, elle se fait aussi beaucoup par les aliments. Et elle se fait même plus par les aliments que par l'eau. A priori, effectivement, et plus par rapport aux protéines, parce qu'effectivement, les PFAS se fichent sur les protéines. Donc, c'est tout le problème des œufs, c'est tout le problème des poissons qui sont évoqués. Vous me dites que je louvoie. Non, je ne louvoie pas. Interdire, pour moi, il y a deux choses. Il faut, et c'est le cadre de la restriction européenne, c'est en fonction des usages et des alternatives. Lorsque l'usage est futile, je pense qu'il faut l'interdire. Lorsque l'usage est essentiel, énergétique, santé, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis après, au milieu, il y a tout le problème effectivement des textiles, il y a tous les textiles techniques, les pompiers qui sont habillés avec... Et donc, toute la question, je pense que assez rapide, là aussi, les emballages, on peut avancer. Donc, pour moi, il y a tout ce qui est futile, il y a tous les usages où il y a des alternatives, et puis après, il y a tout ce qui est essentiel, et c'est comme ça qu'on avancera par rapport aux usages. Mais je ne le vois pas, hein. Je pose clairement ça, effectivement, dans le rapport. Vincent Descoeur, le principe du pollueur-payeur, c'est une vraie question par rapport au financement. Je pense qu'il faut qu'il y ait un fonds, ça c'est sûr, dans le sens où les collectivités... Et je parle uniquement pour le moment de l'eau potable, hein, l'eau à consommation humaine. Il faut... certaines petites collectivités sont dans la possibilité de traiter, d'autant plus que lorsque le pollueur n'est pas local, le pollueur est à distance, c'est très compliqué. Donc le problème après, c'est comment est alimenté ce fonds. Il y a différentes solutions. Je ne pense pas que ça soit effectivement le consommateur direct qui doit payer. Là, actuellement, est évoqué le sujet des agences de l'eau. Mais les agences de l'eau, effectivement, ça permet de mutualiser. Mais au final, c'est quand même le consommateur. La question, c'est comment est-ce qu'on fait contribuer le pollueur. Et c'est toute la question, mais pour ça, j'ai pas de réponse. Et comme vous dites, effectivement, la REP, c'est pour le futur, c'est pas pour les pollutions historiques. Monsieur Pétavy, pour dépolluer, je pense que ça va coûter très cher, mais il y a beaucoup de recherche qui est faite actuellement. Et j'ai été confronté à des sociétés qui sont plutôt en avance et qui arrivent... Le principe des FSA, c'est une mousse. Donc en fait, en traitant les eaux, en traitant la terre, on peut faire émerger une mousse. Et la mousse, à ce moment-là, c'est les PFAS, en fait, hein. Son émulsion. Et à ce moment-là, on peut retirer les PFAS comme ça. Donc il y a des solutions qui pourraient exister grâce à de la recherche et qui pourraient... Donc on ne pourrait pas forcément demander au charbon actif. Le problème des charbons actifs, c'est qu'ils sont coûteux, ils sont rares, et après, il faut les régénérer. Donc, ce n'est pas une solution en soi. Mais je crois que la recherche pour dépolluer est important. Le principe, vous l'avez dit, effectivement, le problème du stock, le problème du flux, je pense qu'on peut supprimer les rejets, et on peut contenir les batteries, les PFAS dans les batteries, c'est contenu, donc on peut les traiter. Le problème, effectivement, c'est le problème du stock, et le stock est diffus. Et je suis d'accord avec vous, c'est tout le problème, c'est comment est-ce qu'on va gérer la dépollution du stock, et notamment au niveau des terres. Jean-Luc Fugit, effectivement, tout à fait d'accord avec vous par rapport à l'information et à la transparence. Pour moi, c'est la première chose. Il faut que ça soit une transparence et une information qui soit intelligible pour tous. On voit bien effectivement l'effort qui a été fait par rapport à l'ARS de l'Eura, la préfecture. Il y a beaucoup d'informations. Maintenant, on dispose de milliers de chiffres. Il y a des tas de prélèvements. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait, que veulent dire ces chiffres. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une information intelligible et une transparence totale. Pour répondre effectivement par rapport aux payeurs, effectivement, le problème de l'agence de l'eau, le problème des redevances, ça va être très compliqué, mais c'est un sujet qui est devant nous. Christophe Barthès, le problème des filtres pour particuliers, moi je pense qu'il faut peut-être traiter de manière collective l'eau buvable. On voit bien qu'il y a des problèmes par rapport à l'eau en bouteille, et je pense que l'eau du robinet, elle doit être buvable, si vrai, et ça ne doit pas passer par les traitements particuliers qui coûteraient encore plus cher. Daniel Grenon, par rapport effectivement à Solvay, aux gares, c'est vrai que c'est un sujet, c'est le sujet d'actualité, mais il y en aura d'autres derrière, ce qui est pas
particulièrement frappant dans le Gard, c'est le taux de pollution qui est avec des chiffres qu'on a rarement vus, alors qu'on pensait effectivement qu'il n'y avait pas de souci. Guy Bricout, le principe, ça c'est aussi l'important par rapport à la restriction européenne, c'est de dire qu'on traite tous les PFAS. Le problème, c'est que les chimistes sont assez imaginatifs et ils peuvent... Comme c'est un assemblage de molécules de carbone et de fluor, on peut créer un nouveau PFAS. Et donc, quelque part, il faut traiter l'ensemble. Enfin, il faut que la restriction concerne l'ensemble des PFAS. Concernant les cartes, il y a deux choses. Il y a effectivement des journalistes européens qui ont mis, mais elles sont publiques, les cartes par rapport aux productions de PFAS. Concernant l'eau, j'y reviendrai. L'eau, actuellement, c'est vrai, et pour répondre aussi à François Ruffin, l'eau, actuellement, l'ensemble des producteurs, et il y a effectivement, on sait qu'il y a des grandes entreprises derrière, sont en train d'analyser l'ensemble de l'eau potable, et on ne va pas attendre 2026 pour connaître. Et je pense qu'on saura assez rapidement, on aura les chiffres assez rapidement par rapport à l'eau potable. Le problème, c'est qu'une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait ? Et en sachant aussi, pour répondre à la question de Josiane Corneloup, le problème des normes, le 100, c'est un chiffre, les 100 nanogrammes, c'est parfaitement arbitraire. Il a fallu fixer un chiffre, donc on a mis 100, et on pousse l'ANSES pour avoir la vraie VTR au niveau. Mais l'ANSES nous dit, moi, je ne peux pas vous répondre, parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'il y a la contamination, elle se fait par l'eau, elle se fait par les aliments. Les aliments, on sait, c'est 4 nanogrammes par kilo par semaine. Hein, c'est ça. Mais effectivement, il y a des gens qui mangeront beaucoup plus de poissons. Et c'est intéressant aussi dans le sens où la contamination, elle est, pour une fois, elle touche plutôt effectivement les CSP+, dans le sens où l'alimentation en protéines, en poisson, elle touche plutôt les CSP+, que les autres. Mais la contamination, elle est d'abord dans les aliments et après dans l'eau. Mais pour ça, effectivement, il faut que l'ANSES nous donne des chiffres. Pour le moment, on ne les a pas. Et moi, je suis certain qu'effectivement, pour le moment, c'est 100. Et après, ça va baisser progressivement jusqu'où, personne ne le sait. Actuellement, aux États-Unis, certains évoquent des chiffres de picogrammes. Donc, on a encore l'échelle en dessous. Damien Adam, bon, c'est vrai qu'il y a une vraie angoisse de nos concitoyens. Qui est tout à fait normal. Il y a deux choses. Lorsque j'ai fait mes auditions, il y a deux choses. Il faut répondre à deux angoisses. Une angoisse de nos concitoyens, et puis aussi une interrogation des industriels. Parce qu'ils savent, maintenant ils le savent. Et c'est ça, la prise de conscience, elle est là. Et ils savent qu'ils utilisent effectivement des PFAS. Et le problème, c'est comment eux, ils peuvent s'extraire, ne plus être acteurs malgré eux, la diffusion des PFAS, mais je pense que la prise de conscience est importante pour répondre effectivement à ces deux inquiétudes. Benjamin Saint-Huil, quand on attend l'Europe. Je reviens par rapport à la session. Moi, je pense qu'en fonction des usages, on peut être assez rapide. Et je pense que l'Europe peut être rapide. La solution, pour moi, elle sera européenne, voire mondiale. La question, c'est de savoir, et on a tous ici des vestes, des imperméables qui sont des perlons. Hein, on utilise tous, effectivement, on est très content d'avoir des canapés qui ne se tachent pas. On a tous des téléphones portables. Hein, je vous rappelle, dans le téléphone portable, vous avez des puces. Dans les puces, il y a 400 composants, et chacun de ces composants est protégé par un PFAS pour éviter l'obsolescence. Donc la question qu'on dit quand, c'est pas quand, c'est lesquels, c'est quels usages. Le Danemark, j'entends bien effectivement le Danemark, mais le Danemark, il a pris les mesures uniquement sur l'emballage, d'accord ? Non, mais c'est déjà bien. Et pour répondre effectivement en même temps à François Ruffin, non, c'était pas à Nicolas Thierry, concernant l'emballage, là actuellement, il y a un amendement qui a été voté par le Parlement européen. Quand vous dites l'Europe, le Parlement européen a voté un amendement concernant les emballages alimentaires pour qu'il n'y ait plus de PFAS. Donc actuellement, c'est dans la discussion du trilogue. Donc moi, ce que je recommande aussi, c'est que la France soutienne cet amendement dans le cadre de la discussion du trilogue pour qu'on puisse avoir assez rapidement, et moi je suis
peut-être de nature optimiste, mais par rapport aux emballages, on peut avoir quelque chose d'assez rapide si effectivement la France soutient, dans le cadre d'initiation du trilogue, l'amendement qui a été déposé et qui a été voté par le Parlement européen. Donc on peut avoir des réponses, quand vous dites quand, on peut avoir des réponses rapides par rapport à ça, mais il y a aussi d'autres usages sur lesquels effectivement il faut avancer. Non, l'amendement il a été voté au mois de décembre, novembre je crois. Donc, et actuellement il est dans le trilogue. Et donc ce premier soutien. Enfin, effectivement, Anne-Cécile Violent pour Madame Brioton, c'est vrai qu'au niveau local, on voit effectivement qu'il y a une possibilité de travail. Moi, je crois beaucoup au niveau local par rapport à des crises, de cellules de crise associant l'ensemble des acteurs, les agences, les élus, les entreprises. Mais à partir du moment où il y a une pollution qui est très localisée, et sur Rumilly, effectivement, il y a des résultats, ils sont arrivés à dépolluer, même s'il y a encore des problèmes, je sais qu'il y a des problèmes, mais je crois aussi à un traitement local par rapport notamment aux hotspots. Voilà un petit peu, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Je vous remercie. Merci à vous. Je pense que c'est tous les demandes, donc il faut qu'on continue à travailler ensemble. Et je vous dis effectivement, je suis disponible si vous avez besoin, si je peux être utile. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, pour ces riches travaux et pour avoir pris le temps de répondre point par point aux interrogations des députés. Pour les membres de la Commission des affaires sociales, nos prochaines réunions auront lieu mercredi 14 février à 9h30 et à 15h pour examiner les propositions de loi du groupe socialiste. Merci à tous et encore merci, Monsieur le Président Soulezi. Oui, merci Madame la Présidente. Saluer le travail, la présentation du rapporteur Isaac Sibyl, avec un travail, je pense, à mener sur ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, ce qui est important, pas important, et histoire d'avancer pour répondre à la sollicitation de Monsieur Sainte-Huile notamment. Et chers collègues, nous nous retrouvons demain à 10h dans la salle de la commission des DAT pour les membres de la commission de développement durable et d'aménagement du territoire en application de l'article 148 du règlement sur la pétition abandon du projet d'autoroute Toulouse-Castres. Merci à vous.